Bio. Elle est responsable de la recherche et développement, diplômée en biologie du végétal et cutané, et elle va nous faire un exposé de l'épigénome à l'exposome, les nouvelles perspectives en dermocosmétique. Merci. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et pour cette présentation. Donc effectivement, ça va être l'occasion pour moi de vous parler des travaux qu'on a menés chez Idebio. Donc on a un fournisseur d'actifs naturels, de solutions à partir de plantes pour pallier à certaines tendances cosmétiques. Et en fait, l'objectif de ma présentation, c'est de parler un peu des différentes tendances qu'on a pu observer en cosmétique et faire un focus notamment sur l'exposome. Il fonctionne le micro ? D'accord. Donc je voulais simplement commencer par les trois mouvements de recherche internationaux qui m'ont semblé être intéressants et qui ont influencé d'une certaine manière aussi nos travaux plus généralement à la cosmétique. On a tous assisté donc à The Human Genome Project, où là l'idée c'était de séquencer le génome et d'acquérir une connaissance importante des séquences qui le composaient. On a assisté ensuite dans les années 2000 à l'essor de l'épigénétique et à des consortiums aussi, donc notamment The Human Epigenome Project, qui cherchait à comprendre quels pouvaient être les enjeux liés à ce type de différence. Et enfin, aujourd'hui, je dirais que depuis les années 2010, on est dans l'ère de The Human Exposome Project. Et là, en fait, on cherche à comprendre quels sont les facteurs qui influencent notre génome, mais aussi nos organismes de façon plus générale. Donc ça a pas mal orienté aussi les travaux. Je vais passer très rapidement sur le The Human Genome Project qu'on a tous en tête. Juste rappeler que c'est un consortium international public qui a voulu mettre ça en place sur une quinzaine d'années, avec un go officiel autour des années 90. Et ça s'est aussi soldé, pour l'anecdote, par une compétition de dernière minute entre le consortium public et des privés qui ont cherché à séquencer le génome en parallèle. Tout ça pour qu'en 2001, on ait une première ébauche de ce génome humain. Et le projet a été déclaré comme officiellement terminé en 2003. Donc l'épigénétique, on en parle depuis ce matin. Effectivement, ça nous a permis d'avoir une nouvelle lecture de ce que était vraiment l'information génétique. On a un code, mais on sait aussi qu'on peut avoir des transformations, des modifications qui vont affecter cette expression génétique sans pour autant que ça touche la séquence en elle-même. Donc l'épigénétique, à différents niveaux, aussi bien au niveau de l'ADN avec des méthylations, au niveau des histones, ou alors de l'expression de certains gènes via les micro-ARN. Donc là, le projet a fait un focus, The Human Epigenome Project a vraiment cherché à se focaliser sur la notion de méthylation et de voir quelle était la variabilité là-dessus. Et enfin, on arrive donc au sujet principal de ma présentation, vraiment l'exposome, où là, on assiste à plusieurs initiatives. C'est pour ça que je le mets au pluriel dans le titre. En fait, on a plusieurs initiatives en parallèle. Le projet ELIX, qui lui va chercher à comprendre particulièrement ce qui se passe au stade précoce du développement. Donc là, c'est un choix qui a été fait en termes de recherche et qui est à l'échelle européenne. On assiste aussi à des projets comme Exposomix, qui là va vraiment chercher à comprendre quels sont les impacts de certains facteurs de l'exposome, donc la pollution de l'air et la consommation d'eau contaminée, de contaminants dans l'eau. Et enfin, le projet Hercule aussi, donc c'est pas exhaustif, il y en a plusieurs, mais c'est ceux qui me semblaient intéressants à mentionner. On a aussi le projet Hercule, qui là va vraiment se focaliser sur les nouvelles technologies et la manière dont on peut grandir notre information sur les expositions auxquelles on fait face au quotidien. Et c'est grâce à des outils, des nouvelles technologies, notamment liées à la technologie des smartphones, où on va vraiment générer des datas de plus en plus importantes pour savoir ce à quoi on est exposé. Donc ça, c'est le contexte vraiment des vagues de recherche auxquelles on a assisté. Si je revenais à la définition même de l'exposome, il faut savoir que c'est une notion même en médecine qui est assez récente, puisque c'est en 2005 qu'elle a été inventée par un cancérologue qui avait besoin d'un terme pour exprimer ce à quoi ses patients étaient exposés au quotidien. Et la définition littérale qu'il a donnée, c'est toutes les expositions auxquelles un individu va être soumis, donc dès le stade intra-utérin, donc c'était important pour lui de le préciser, jusqu'à la fin de la vie, et qui va complémenter l'information qui est apportée par le génome.
Donc, qui distinguait notamment 3 types de génomes particuliers. L'exposome externe, qui là inclut tout ce qu'on affronte aussi bien en termes d'environnement urbain, d'UV, mais aussi des facteurs psychosociaux comme on a vu ce matin, tels que l'éducation ou des facteurs de stress. On assiste aussi à des facteurs, à un exposome spécifique, selon notre consommation particulière, par exemple de tabac ou d'alcool, mais si on a été dans une zone avec des radiations particulières ou si on a subi une infection particulière. Donc c'est aussi là, ça donne un niveau de différence un peu plus important. Et enfin, c'est sur la partie exposome interne qu'il y a eu aussi des choses qui progressent aujourd'hui. On s'intéresse notamment à l'influence de notre exposome de l'intérieur en termes d'inflammation, de stress oxydatif ou alors de microbiote par exemple. Donc chez Idebio, il nous a semblé que vraiment il y avait un potentiel aussi pour la partie dermocosmétique. On a vu en parallèle aussi des revues être publiées par l'équipe de Jean Krootman qui est vraiment connue pour avoir mis en évidence ces phénomènes d'exposome sur l'impact sur la peau. Et ce qui en ressort, c'est que finalement il y a 7 facteurs qui leur semblaient vraiment importants à prendre en considération. Donc la pollution, l'exposition au soleil, au tabac, à la température, la nutrition, le stress et le manque de sommeil. Et on a vu aussi apparaître des concepts qui expliqueraient que finalement l'âge prématuré, notamment à l'échelle du tissu cutané, peut être expliqué à hauteur de 80% par l'exposome, et aussi une notion de ce que finalement chacun posséderait à terme son propre exposome qui dépend de tous les facteurs dont on a parlé jusqu'ici. Et nous, finalement, au sein de l'entreprise, ça a été pour nous un challenge de se dire, d'accord, aujourd'hui, on cherche à comprendre, à chaque fois qu'on sort une innovation produit ou ingrédient, on veut savoir si le produit va être intéressant pour le teint, pour le contour de l'œil, la ride, l'acné. C'est des choses sur lesquelles on continue à travailler. Mais on se pose une question supplémentaire, finalement, c'est est-ce qu'on ne peut pas aussi trouver une solution pour protéger notre peau de certains facteurs de l'exposome. Donc ça a été une réflexion qu'on a menée et qui a pas mal orienté nos derniers développements. Et c'est là-dessus que je vais un peu pouvoir focaliser sur la suite pour vous donner des exemples de démarches qu'on a pu avoir pour essayer de trouver des solutions dans ce contexte. Donc déjà, nous on s'est intéressé à 5 facteurs principaux. Donc le tabac, les UV, la pollution, le stress cutané et la température. On s'est intéressé à savoir quels pouvaient être les impacts principaux de ces facteurs sur la peau. Donc c'est très bien décrit dans cette publication et j'ai également repris des informations complémentaires. Ce qu'on sait, c'est que le tabac, il va avoir un impact sur la ride, plus principalement autour de la bouche et du contour de l'œil. On a également une très bonne connaissance en cosmétique du photoaging, donc tout ce qui concerne le fait d'accélérer le vieillissement de la peau dû à l'impact d'une exposition au soleil et aux UV. Et la pollution aussi, c'est quelque chose de plus récent, mais on a des données épidémiologiques qui permettent de corréler ça à l'apparition de taches pigmentaires et aussi de la formation de la ride. On a aussi des informations sur le stress cutané qui va créer une détérioration à la fois de la perméabilité de l'épiderme, mais aussi donc avoir un impact sur la fonction barrière. Et enfin, on parle aussi de plus en plus de thermal skin aging. Il y a certaines équipes qui sont convaincues qu'on va avoir un impact de la température sur certaines conséquences cutanées, notamment via peut-être des mécanismes comme les métalloprotéinases et leur surrégulation. Donc voilà un peu pour le contexte dans lequel on s'inscrivait. Et nous, notre objectif, c'était d'aller chercher quelles pouvaient être des solutions à proposer à l'industrie pour essayer de prévenir et d'avoir un effet parfois aussi curatif sur ces différents éléments, et pas forcément qu'à l'échelle génétique. C'est là-dessus que mon propos va aussi peut-être alimenter des discussions demain, mais c'était pas du tout uniquement sur l'épigénétique qu'on s'est focalisé, mais sur les conséquences sur le tissu de façon plus générale. Donc il y a eu 3 vagues de développement qu'on a eu. On a travaillé sur une partie de protection mécanique. Donc on a travaillé à partir de plantes, et pour celle-ci c'était à partir de racines de guimauve. Pour la partie bouclier biologique dont je parlerai un peu plus tard, il s'agissait de travailler à partir des graines de sarrasin pour trouver une solution contre les effets du tabac, des UV et de la pollution. Et enfin, on s'est intéressé à proposer un bouclier apaisant dans le contexte de choc de température et de stress cutané avec un extrait à base de fleurs de safran. Donc je vais passer dans un premier temps à la partie mécanique.
Comme je vous le disais, à partir de guimauve, c'est là-dessus qu'on a focalisé nos premiers travaux. La guimauve que vous connaissez tous, parce que c'est ce bonbon qui a ce nom, qui porte ce nom, ça vient simplement du fait que les racines, à la base, étaient utilisées pour faire ce bonbon-là, de par leur richesse en sucre. Et finalement, quand on a constaté qu'il y avait une richesse en mucilage et de polysaccharides qui était importante dans la racine, on s'est demandé si ça ne pouvait pas être une source intéressante de molécules qui allaient vraiment créer une sorte de cocon et une enveloppe en surface de la peau. Donc, quand on a cherché à caractériser les sucres qui étaient présents et les polysaccharides, on a effectivement eu la confirmation qu'il y avait présence de glucane et d'arabinogalactane, qui sont connus pour avoir des interactions possibles avec certaines cellules cutanées. Et en fait, on avait l'espoir que ça puisse créer ce bouclier dont je parlais justement. Et il a fallu le tester. Donc là, on a mis en place des études d'objectivation pour voir si on pouvait avoir un effet avant l'application de certaines particules polluantes, donc dans le cadre de la pollution par exemple, ou après, dans un but de booster l'enlèvement de ces particules. Donc pour la partie amont, on a testé VS placebo, quel pouvait être l'impact de notre ingrédient si on le mettait avant application des particules. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement une diminution de ces particules à la surface de la peau, qui est due à ce pré-traitement de l'ingrédient à base de racines de guimauve. On a aussi testé en parallèle, comme je vous l'expliquais, le fait d'ajouter l'ingrédient dans la solution de rinçage, pour voir si ça peut booster l'enlèvement à la surface de la peau. Et là aussi, on observe une augmentation de l'enlèvement de ces particules. Donc ça permettait d'imaginer une première routine mécanique vraiment, mais de proposer un bouclier en surface. En début de journée, on limite l'adhésion des particules à venir et en fin de journée, on favorise leur enlèvement. Donc on limite les conséquences mécaniquement sur la peau. Je passe ensuite à la solution qu'on a développée à partir de graines de sarrasin, donc pour lutter contre les effets des 3 facteurs dont je vous parlais, UV, tabac, pollution. Cette plante-là, elle est connue en France, on la connaît dans nos crêpes de sarrasin bien sûr, mais aussi au Japon, pour les nouilles soba qui sont notamment à base de cette plante-là. Mais nous, ce qui nous a vraiment mis sur la piste d'un ingrédient, d'une plante qui peut être intéressant pour développer un ingrédient cosmétique, c'est le fait qu'elle soit utilisée en phytorémédiation et qu'elle soit capable de régénérer les sols, parfois dans des périodes de mauvaises récoltes. Les agriculteurs nous expliquaient qu'ils utilisaient la plante. Et effectivement, on a découvert qu'il y avait des travaux qui avaient été faits sur la partie induction et le fait d'avoir une gestion de la plante, du zinc et du cuivre par exemple. Elle est capable non seulement de dépolluer le sol, mais aussi de résister à des très fortes teneurs en ces métaux lourds. Et ça nous a mis sur la piste de mécanismes moléculaires et d'identification de gènes à l'échelle de la plante qui pouvaient expliquer cette résistance. Et on s'est dit que cette plante avait sûrement aussi une machinerie qui pourrait être utile à l'échelle du tissu cutané pour trouver des solutions contre les effets de la pollution, par exemple. En termes de voies biologiques, on avait en tête de travailler, nous, sur les conséquences de la pollution, donc le benzopyrène plus particulièrement, mais aussi des UV, sachant qu'on allait avoir des impacts en théorie donc sur l'inflammation via la voie AHR. On allait aussi avoir un impact sur l'intoxication cellulaire, avec par exemple l'oxydation de protéines, de lipides, mais aussi l'impact sur l'ADN, ça c'est également connu. Et enfin, un phénomène de détoxification via la voie NRF2 type 1. Donc on a concentré nos travaux sur ces axes-là. Il y a une première vague qui a été faite sur les UV dont je parlerai un peu moins aujourd'hui, et une vague qui a été faite sur le benzopyrène, qui est présent à la fois dans les nuages de pollution, mais également dans la fumée de cigarette. Et on a cherché à voir quel était l'impact sur le relargage d'interleukine 8, qui est un marqueur clé de l'inflammation, mais également l'impact sur l'altération, donc en particulier l'oxydation de certaines protéines. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Ce qu'on voit concernant la réponse pro-inflammatoire et le relargage d'interleukine 8, c'est que finalement, un explant, s'il est mis en contact avec de la pollution, avec une crème, il va quand même avoir un relargage d'interleukine 8 qui va être augmenté au vu du contexte pollution. Et c'est le fait de traiter notre ingrédient, notre explant avec 1 et 3% d'ingrédients qui a permis de diminuer cette réponse pro-inflammatoire. Donc pour nous, c'était une première piste intéressante pour orienter notre ingrédient. Et en parallèle, ce qu'on a regardé, c'est sur ces coupes, sur ces explants, est-ce qu'il y a un impact sur certaines protéines qui sont déjà exprimées? Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait, quand on fait un immunomarquage sur les claudines 1 et 4, il y avait une présence normale de ces protéines. Le fait de polluer l'explant avait créé une forte diminution du signal.
On suppose que c'est une altération, une oxydation de ces protéines qui est mise en évidence ici. Et c'est le fait de traiter notre explant avec l'ingrédient développé à base de graines de sarrasin qui permettait de restaurer un niveau basal des claudines 1 et 4. Ce que je ne précise pas, c'est que les claudines 1 et 4 sont très importantes pour l'homéostasie cutanée parce qu'elles font partie des jonctions serrées et c'est elles qui vont vraiment permettre d'assurer une certaine cohésion entre les cellules et créer une homéostasie cutanée maintenue à terme. Donc c'est important pour nous aussi de s'attaquer aux agents qui pouvaient la déstabiliser. Et donc je terminerai sur le bouclier qui a été mis au point avec la fleur de safran. Donc là c'était de s'intéresser aux peaux sensibles et aux facteurs qui pouvaient les impacter. Donc juste pour l'histoire, l'inspiration en fait, elle a été faite non pas à partir du pistil de safran que vous connaissez tous ici, qui est à l'origine de l'épice, mais avec le reste de la fleur, puisqu'en fait on avait réalisé que les safranières n'utilisaient jamais cette partie-là, tout le reste de la fleur était jeté, et ça nous a donné envie d'aller voir ce qu'il pouvait y avoir comme molécules et comme propriétés intéressantes. On a découvert qu'il y avait des flavonoïdes glycosylés et ça nous a encouragé à mettre en place une filière parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir un impact intéressant pour les peaux sensibles. Donc on a commencé notre filière dans le Limousin avec 2 safranières à l'origine, puis on a élargi depuis à l'échelle de la France et même d'autres zones internationales. Et on a voulu s'attaquer à 3 principaux marqueurs de la peau sensible et on a eu des résultats intéressants à 3 niveaux. À niveau de la fonction barrière avec la stimulation de la profilaggrine. Donc là, ce qu'on voit, c'est que notre ingrédient a effectivement un effet intéressant, ainsi que sur la protection face à l'oxydation de certains lipides. On a également travaillé sur l'inflammation et on a obtenu des résultats qui permettaient de mettre en évidence une réduction de la réponse pro-inflammatoire via NF-kappa B, TNF-alpha. Et enfin, on s'est intéressé à un récepteur à la douleur, TRPV1, un nocirécepteur, qui est activé typiquement quand vous mangez du piment. La capsaïcine qui est contenue dans cette plante va vraiment créer cette sensation de chaleur, voire de douleur que vous pouvez ressentir. Et là où ça devenait intéressant pour nous, c'est qu'on sait que certaines peaux sensibles vont surexprimer ou surmoduler ces récepteurs à l'échelle cutanée. Et c'était intéressant pour nous d'avoir une action antagonistique pour les soulager de cet inconfort cutané. Donc c'est des résultats qu'on a aussi obtenus grâce à un modèle particulier. Et pour finir, donc là, pour l'étude clinique qu'on a menée, c'était de prouver qu'il y avait un effet notamment sur la rougeur. Et c'est ce qu'on a pu voir sur une étude faite en hémi-visage avec ou sans notre actif. Donc on a pu là mettre en évidence un ingrédient intéressant pour lutter contre les peaux sensibles dans le contexte des différentes agressions qui subit. Donc si on reprend un peu globalement de hauteur par rapport à tout ça, l'idée pour nous c'était d'avoir 3 solutions effectivement en synergie face à ces 5 facteurs qui peuvent avoir des conséquences à l'échelle cutanée. Et voilà, on a parlé ce matin des facteurs psychosociaux, c'est aussi des sujets auxquels nous on s'intéresse, même si c'est plus compliqué en cosmétique de l'identifier, mais on est aussi convaincu que l'environnement social dans lequel on évolue va avoir un impact sur le vieillissement, sur le bien-être. Donc c'est des aspects auxquels aussi on s'intéresse de plus en plus. Et voilà, j'espère que vous avez un peu appris un peu plus de choses sur l'intérêt de ces thématiques pour notre industrie. Et je me tiens à votre disposition pour toute question et pour toute précision. Merci de votre attention. Merci Aïna, et on a encore le temps pour 1 ou 2 questions. Non ? Pas de questions ? Oui. On a une question ici. Bonjour. Je suis Sofiane Safi, en 2e année de doctorat à l'INRA de Joué-en-Josas. Vous avez mentionné le fait que effectivement vous intéressiez à tout ce qui peut être impactant au niveau environnemental sur, dans l'occurrence, la peau, et que vous développiez des produits pour permettre d'atténuer ces impacts. Mais est-ce que vous avez regardé, que ce soit de manière préalable ou pas, l'éventuel effet de ces produits sur, du coup, le microbiote cutané ? Votre question, c'est est-ce que nos ingrédients, parce que nous on développe des ingrédients, ont un impact sur le microbiote cutané ? Dans les tests que vous avez faits, est-ce que vous avez pensé à faire ou est-ce que vous avez déjà fait des tests
pour voir s'il peut y avoir une éventuelle... est-ce que ce type de traitement a un impact sur le microbiote, pourrait avoir un impact sur le microbiote? C'est une question très intéressante. Nous, on pense que on ne peut pas le dissocier. En tout cas, il est sûr que le microbiote, mais comme dans tout contexte cosmétique, a forcément une influence. On en est convaincu. Après, c'est toujours difficile de le tester. Là, quand je parle par exemple des études sur Explant, on sort un peu du contexte, on va dire, réel de la vraie vie de la peau, avec tous les habitants qui l'occupent, entre guillemets. Mais c'est effectivement des pans de recherche qui avancent. Le microbiote, il commence effectivement à amener pas mal de résultats. Il y a beaucoup de prestataires qui peuvent proposer aujourd'hui des choses, et c'est des éléments qu'on va pouvoir vérifier. Mais à l'époque de nos études, en plus, c'était encore très très préliminaire tout ça. Mais c'est une question qui est pertinente dans le sens où on est persuadé qu'il y a un impact de façon indirecte ou directe du microbiote. Et il va y avoir une session à des biotech sur tout ce qui est sur ce sujet-là, incessamment sous peu. Donc là, il y aura vraiment des présentations qui seront axées sur le microbiote, qu'il soit cutané ou autre, bien sûr.